On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Simon Lessard et Ariane Blais-Lacombe. Cette semaine, à l'émission, James Langlois se demande ce qu'est un père moderne. Antoine Malenfant souhaite abattre le patriarcat et Benjamin Boivin ne veut plus qu'on parle de masculinité. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Simon Lessard en compagnie de ma co-animatrice Ariane Beauferré, toujours en remplacement d'Ariane Blais-Lacombe. Bonjour Ariane. Salut Simon. Alors on a une émission spéciale pour la fête des pères cette semaine. Oui, la fête des pères qui sera dimanche prochain. Et tu es l'heureuse mère qui va participer Tout à fait. à cette émission. Je suis là pour réduire le niveau de testostérone de l'émission. On a bien besoin de ta présence. Alors aujourd'hui, au menu, on a James Langlois. Bonjour James. Hey, salut Simon. En fait, on a 3 gars qui sont sortis de leur congé paternité. C'est ça, tu t'es allé nous chercher là, dans nos Très couches. loin. Oui, c'est ça. Alors toi, James, tu te demandes c'est pas quoi... nos couches, mais les couches de nos enfants. C'est En tout cas, question... je ne sais pas pour toi. Là, mais... Oui, c'est ça, les couches de nos enfants. Alors James, je disais, toi, tu t'interroges sur c'est quoi un vrai père moderne en 2023? Oui, parce qu'il faut dire que moi-même, je ne sais pas c'est quoi. Fait que j'ai des réflections des fois en congé de paternité sur qui suis-je, que fais-je, pourquoi fais-je cela. Donc, voilà. Des fois, tu rêves sur le bon vieux temps, peut-être? Peut-être, mais vous allez voir que pas tant que ça, finalement. Ah, très intéressant. Ce sera en tout début d'émission. Merci, James, d'être là. Benjamin Boivin, un autre qui est sorti de son congé. Ben oui, mais moi, à la différence de James, je fais pas de réflexion, puis je suis venu ici pour m'en justifier. OK, c'est ça. C'est-à-dire que toi, tu dis, arrêtons donc de parler de tout le temps de ça, là, la paternité puis la masculinité, puis vivons-la à la place, c'est ça? Je suis venu parler de ça pendant 15 minutes pour plus jamais avoir à le faire. C'est bon, ce sera à toute fin d'émission. Donc, on va régler la question une fois pour toutes. Tu auras l'occasion de contredire tout le monde à la fin de l'émission. Avec plaisir. Et Antoine Malenfant, bonjour. Salut Simon. Alors, toi, c'est le patriarcat en bon sociologue que tu es venu abattre aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Je serai pas comme mon collègue Benjamin. Je serai pas une anti-chronique. Là. Il va y avoir du contenu. Puis, en tout cas, j'espère. Faut bien qu'il y en ait. Là. Non, mais c'est toi qui fais des anti-chroniques. Ouais, c'est vrai. Mais là, non, j'ai fait des recherches. Tu as fait des recherches. ouais. Hein? Il y a d'autres choses à faire que changer des couches, on dirait, en congé paternité. Mine de rien, ouais, c'est ça. Ariane, est-ce que je te demande qu'est-ce qu'on fête cette semaine? C'est évident, on l'a déjà dit, la fête des pères. C'est la fête des pères, j'imagine. Et est-ce que vous savez depuis quand on fête la fête des pères? Hein, c'est une bonne colle, ça. Le 3e Moi, dimanche j'ai l'impression de que c'est juin. super récent, dans les années 70. Oui, proche. Avez-vous une idée? C'est l'après-guerre, probablement, là, comme la fête des mères. Un peu avant? Ah ouais? On fêtait déjà la fête des mères, en fait, avant. Ah. Il y avait déjà une fête instituée. Ça nous vient des États-Unis, cette habitude. En fait, au début du siècle, du 20e siècle, il y avait déjà des messes qui étaient chantées pour différentes occasions, et notamment pour les pères de temps en temps. Et en 1909, on a une jeune femme, Sonora Smart Dodd, qui a été émue et inspirée par un sermon prononcé en l'honneur des mères lors de la fête des mères. Et donc, le dimanche d'après, elle s'est dit, on va fêter aussi les pères. Et elle voulait notamment fêter son père qui a élevé tout seul ses 6 enfants. Et donc, elle voulait lui rendre hommage. Et ils ont fêté la fête des pères le jour de l'anniversaire de son père. Donc, à l'époque, c'était le 3e dimanche de juin. Et donc, on a gardé cette date. C'était le 19 juin. Et les présidents des États-Unis, ils ont beaucoup apprécié aussi cette fête et ils ont carrément décidé de l'instituer comme une fête officielle nationale. D'abord en 66, une proclamation présidentielle et en 72, une fête nationale. Et au Québec, on a emboîté le pas, tout simplement. On a suivi les Américains. Oui. Mais c'est fêté la même date qu'ici, parce que je sais que la fête des mères, ça change. Ça change, mais on est avec les États-Unis, on est dans les mêmes dates. Par contre, dans le monde, c'est vrai que la fête des pères, elle existe dans d'autres pays, mais c'est pas les mêmes dates. Par exemple, au Portugal, en Espagne, ils ont gardé le 19 mars, qui est la Saint-Joseph. Et donc, souvent, on fêtait les pères à la Saint-Joseph. On les mettait sous leur patronage, tout simplement. Oui. Et à quand une fête de Dieu le Père dans l'Église? Je sais qu'il y en a qui militent pour ça, parce qu'il y a plein de fêtes de Jésus, le Dieu le Fils, la Pentecôte pour Dieu l'Esprit. La Trinité, sinon? Oui, mais il y a une juste pour Dieu le Père. Juste pour Dieu le Père. Oui, il y a des groupes de pression qui travaillent à ça. D'accord. T'en fais partie? Je sais pas. Je suis pas contre, en tout cas. D'accord. Bon, on y va tout de suite pour cette émission spéciale Fête des Pères. Vous aimeriez réécouter ou partager une chronique dont n'est pas du monde? Abonnez-vous dès maintenant aux pages YouTube et Facebook du Verbe Média
Pour retrouver toutes nos émissions et ne pas manquer celle à venir. Le Québec moderne est reconnu comme l'une des sociétés les plus égalitaires en Amérique du Nord. Si l'entrée dans la modernité signifie pour les femmes l'accès à la vie publique et au monde professionnel, elle signifie inversement pour les hommes leur prise de responsabilité dans la maison et dans l'éducation des enfants. Où en sommes-nous avec le rôle des pères au Québec? C'est la question que James Langlois veut discuter avec nous aujourd'hui. Bonjour, James. Salut, Simon. Alors... Ouais, l'autre fois, dans mon congé de paternité, justement, je disais en intro que je me pose des questions. Puis là, je suis en train de travailler sur mon terrain dehors. J'ai 10 000 choses à faire. Puis là, je me disais... Là, j'étais toujours interrompu par les enfants, dont je devais m'occuper. Puis là, j'étais comme... Mais je comprends un peu les pères autrefois de vivre dans... c'est pas eux nécessairement qui a décidé ça, en tout cas, objet de débat, mais je comprends, dans le fond, qu'on ait vécu dans une société où les rôles étaient plus segmentés, où des fois, peut-être plus les mères s'occupaient des enfants pendant que les pères, justement, s'occupaient de la terre ou des choses de la maison, parce que si tu n'arrives pas à faire ton travail, dans le fond. Mais donc, aujourd'hui, on est rendu dans une société où, comme tu l'as dit en intro, on a tenter d'équilibrer un peu plus les choses, mais je me pose la question, est-ce que on n'a pas essayé oui, on a une dignité, on est égaux en dignité, les hommes et les femmes, mais est-ce que nécessairement on doit faire les mêmes fonctions? C'est ça la question dans le fond. Est-ce que l'égalité en dignité d'être humain oblige nécessairement une égalité ou une égalité dans les fonctions? C'est ça? Moi, je pense que pas nécessairement, mais encore là, je veux mettre les barres CI puis les points CT. Là. C'est que je suis pas en train de dire qu'avant, c'était mieux. Là. Je pense qu'au courant des prochaines minutes, on risque souvent de faire la comparaison entre aujourd'hui et avant, mais c'est pas mon intention du tout. Je pense que... Mais tu me partageais avant l'émission que ta grand-mère, elle, a jeté un regard sur toi et les pères d'aujourd'hui assez intéressant. Mais c'est ça qui m'étonne tout le temps, parce que ma grand-mère me répète je sais pas combien de fois par mois, à chaque fois que je l'appelle. En tout cas, là, moi, je trouve, je suis émerveillé de voir comment vous vous occupez de vos enfants, les pères d'aujourd'hui. Puis pour elle, tu sais, pour moi, ça me semble une évidence. Là, je veux dire, aider ma femme à changer les couches puis à s'occuper des enfants. Mais je pense que, de fait, dans des générations antérieures, c'était pas le cas. Puis, on a qu'à prendre quelques exemples. Ça m'a frappé récemment. Je suis allé dans un vieux centre d'achat à Roberval, au Lac-Saint-Jean, là, les bons vieux centres d'achat. Là. Puis, il y avait une toilette publique, évidemment. Puis, je rentre dedans. Puis là, je voulais changer la couche de mon fils. Donc, spontanément, je me suis dit, je vais aller dans la toilette des gars. Mais il n'y a pas de table à langer dans la toilette des gars. Il y a des tables à langer dans la théorie de genre, c'est pas grave, tu peux aller dans la toilette des femmes. Ben là, comme il n'y avait personne, je suis allé dans la toilette des femmes parce que je voulais, j'espère que je scandalise personne, que je voulais aller utiliser la table à langer, mais il y avait une table à langer dans la toilette des femmes, puis je sais que c'est pas la première toilette publique où je vois ça. Donc, ça montre un peu le processus historique, puis... C'est du sexisme systémique, ça. Ben, en quelque sorte, moi, sérieux, je trouvais ça presque frustrant. Je dis, comment ça, moi, je veux changer la couche de mon gars, puis j'ai pas de table à langer dans la toilette des gars. Tu sais, c'est comme si c'était juste les femmes qui devaient faire ça, en tout cas. Puis là, il y a aussi, je parlais avec mon beau-père récemment, imaginez-vous, il y a pas plus loin que 25 ans, lorsqu'il a eu sa 7e fille, il avait seulement une semaine de vacances. Il y a 25 ans. Donc, le régime... Il y a bien des pays où c'est comme ça. Oui, hein, de fait, mais c'est ça. C'est pour ça qu'au Québec, dans un sens, on est champion là, sous ce rapport-là. On pouvait bien critiquer que les pères étaient absents, mais on ne leur permettait pas de quitter leur emploi. Non, puis on n'a qu'à penser aussi à l'accouchement. Je veux dire, autrefois, puis encore dans beaucoup de cultures, l'accouchement, ça reste une affaire de femmes, puis les hommes n'ont pas d'affaire là du tout. Des fois, de femmes et de médecins, c'est-à-dire qu'il y a le médecin homme, mais... En fait, jusqu'à tout récemment, même en France, je pense que c'était comme ça. Le gars était pas tant bienvenu. Même ici aussi. Une des cigarettes dans la salle d'attente. Ouais, c'est ça, au Japon, c'est encore le cas. Mais Dieu sait que, bon, de plus en plus, on peut apprendre, nous les hommes, qu'on a un rôle, on peut avoir un rôle très précis dans l'accouchement. Moi, dans ce processus-là, avec ma femme, j'ai appris un peu à connaître ce rôle-là. De fait, aujourd'hui, je me sens plus établi. Je sais ce que j'ai à faire. Je sais comment je peux aider ma femme à le faire. Puis, pour moi, ça me semblerait tout à fait inconvenu de quitter pour l'accouchement, laisser ma femme accoucher toute seule. Là, mais ça, c'est ton cas personnel, James. Mais est-ce qu'on a des statistiques? Est-ce qu'on sait si les pères au Québec, au Canada, maintenant, c'est juste une perception qu'on a ou de fait, ils s'investissent plus dans l'éducation des jeunes enfants? Bien, les dernières statistiques qu'on voit de 2021, Statistique Canada nous apprend que les pères québécois prennent plus de congés que leurs homologues canadiens.
Et puis, il y a un autre sondage de 2021 qui a été fait par Léger qui montre que 71% des hommes disent que dans leur foyer, 71% sur à peu près 900 personnes interviewées, là, les tâches sont partagées équitablement. Donc, ça montre qu'il y a vraiment une augmentation de la présence de l'homme dans la sphère domestique là, qui Au moins, ça, c'est une autodéclaration, en tout cas. Oui, les hommes considèrent que c'est partagé équitablement. Par rapport à Tu suggères que c'est peut-être pas vrai. Il y a des questions de perception, mais au moins, c'est déjà pas mal de penser qu'on vise une certaine équité. Là. C'est déjà bien, on va dire. Qui se sentent concernés. Oui, ouais. Par rapport à 71% par rapport à 62% dans le reste du Canada. Puis 19% au Québec disent que c'est principalement la conjointe et 27% au Canada. Grosse différence entre le Québec et le Rock Rest of Canada. Quand même, oui. Puis, donc, c'est ça. Il y a cette inversion-là des rapports un peu. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il y a un angle mort dans la réflexion. Les femmes sont amenées dans la sphère publique, dans la sphère professionnelle. Donc, mais eux continuent quand même de devoir s'occuper des enfants, de devoir allaiter, de l'accouchement, tout ça. Et l'homme, lui, qu'est-ce que ça a changé? C'est qu'il doit être plus dans la maison. Donc, est-ce que son rôle change vraiment par rapport à celui de la femme? Je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est une question qu'on peut se poser. James, tu montrais par les statistiques que le Québec semble être encore une fois une société distincte, significativement différente du reste du Canada. Est-ce que selon toi, au Québec, on a un rapport sain ou tordu justement à la paternité? J'oserais pas le qualifier, mais je pense quand même qu'il y a une recherche, il y a une quête, il y a une tentative de rééquilibrer les choses. Et je pense que souvent, on a cette idée un peu populaire que dans le passé, on était dans une société très patriarcale où l'homme il y avait une présence très autoritaire. Donc, le Québec aurait hérité de cette blessure-là très autoritaire, d'un autoritarisme. Alors que je pense qu'au contraire, la blessure québécoise vient plus du fait qu'ici, le père était absent. Et ça, pour plusieurs raisons. D'abord, si on pense après la conquête, je veux dire, c'est l'élite qui est en partie des hommes qui sont retournés en France, qui ont abandonné le peuple d'une certaine manière. Donc, ici, première blessure. Et ensuite de ça, l'économie étant basée sur la ferme l'été, l'hiver, le bois, bien souvent, les hommes partaient une bonne partie de l'année pour bûcher. Si on a juste à penser au coureur des bois, qui est un peu, en quelque sorte, l'ancêtre du coureur des jupons, là. C'est-à-dire qu'il allait... il y en a eu des bons, là, des coureurs des bois. Je ne veux pas démoniser non plus, mais toute notre histoire. Mais donc, les coureurs des bois, c'était quand même des hommes qui ont mis enceinte des Autochtones, puis qui souvent... partaient à gauche, à droite, ne revenaient pas, ou etc. Mais donc, si le père québécois était historiquement plus absent que dominateur, est-ce à dire qu'on est une société plus matriarcale au Québec, au fond? Bien, j'oserais peut-être... Ouais, en tout cas, je pense que c'était clair qu'ici au Québec, puis ça, c'est très judéo-chrétien comme héritage aussi, mais la mère, c'est-à-dire le pouvoir, l'ordre de la maison venait beaucoup de la mère. C'est-à-dire, le père étant parti une bonne partie de l'année, c'est clair que quand il revenait, ben, c'était difficile pour lui de se mêler des choses, de vouloir se mêler un peu de ce qui avait été établi pendant qu'il n'était pas là, de revenir faire son casque blanc puis de dire « Ah non, c'est pas comme ça que ça marche » alors que la mère, elle était là une bonne partie de l'année. Puis, cette distance-là du père faisait en sorte que ça engendrait nécessairement une espèce de fonction de pourvoyeur, de géniteur ou bien de quête d'affection momentanée auprès de ses enfants, ce qui fait qu'il ne pouvait pas avoir une réelle relation avec eux ou avoir une véritable autorité. Parce que si tu veux avoir une véritable autorité, ça doit se construire dans le temps et dans la relation, justement. Mais il y a peut-être quand même, il faut prendre en considération que les femmes, pendant longtemps, n'avaient pas de pouvoir décisionnel sur beaucoup de choses. Donc, par exemple, même si un père était absent longtemps, tout ce qui concernait les finances, la vente d'un terrain, ou même quand une femme devenait veuve, c'était son gendre après qui devait s'occuper de tout son argent, ses liquidités, ses terrains. Donc, il y a quand même des choses sur lesquelles les hommes, par notre structure de société, étaient quand même responsables, même s'ils devaient s'absenter longtemps. Mais je suis d'accord avec toi que dans les choses du quotidien, sans doute, il devait y avoir des décisions plus féminines, sans aucun doute. Là. C'est vrai que tu as raison que tout ce qui était du domaine de l'extérieur revenait beaucoup à l'homme. Donc, tout ce qui était à voir avec la vie publique. Mais maintenant, tout ce qui était du domaine de l'intérieur, la famille, l'éducation, donc la mère avait un très grand rôle là-dessus, je pense. Et donc, je pense que souvent, les hommes, en tout cas ici au Québec,
Puis on le voit aussi, encore aujourd'hui, les hommes ont tendance à s'aplaventrir un peu devant l'autre qui est très établi dans son rôle. Tu sais, c'est comme, finalement, tu t'en occupes, puis moi, je vais faire mes petites affaires dans mon atelier. Tu sais, ça, on a vu beaucoup ça au Québec, là, des pères qui s'en allaient dans leur garage pour faire leurs affaires. Tu sais. Mais en même temps, c'est une sorte de fuite aussi, un peu. Oui, c'est ça. Je sais pas, parce que s'occuper de l'extérieur, terrain, de la voiture ou peu importe la job, c'est aussi au service de la famille, tout ça. C'est pas comme abandonner sa famille. Pas nécessairement. Ben oui, mais tu sais, il peut s'en créer, on peut s'en inventer aussi là, des trucs à faire. Là, des défaites. Puis c'est ça. Comme dit Ariane, je pense qu'il pouvait ou il y avait peut-être une forme de fuite là-dedans. Là, James, tu as trouvé un genre de sondage, je ne sais pas comment tu veux procéder, là, qui nous questionne sur c'est quoi pour nous être un père. Mm-hmm. Et dans le fond, la question, c'est que je pourrais vous demander à vous tous qui êtes pères autour de la table, donc ni moi ni Ariane. Qu'est-ce qui dit que je ne suis pas père? Qu'est-ce que c'est avant tout pour vous être un père? Donc, est-ce qu'on donne le choix de réponse? Non, mais j'ai demandé à mes collègues de le remplir. OK. Donc, Antoine et Benjamin, c'est quoi pour vous avant tout être un père? Ah, ça prenait des réponses notées. Je pensais qu'on me redonnerait les... Développer ta pensée. C'est-à-dire qu'il y avait un modèle, un donneur de soins et d'affection, un protecteur, un éducateur ou un pourvoyeur. Donc, il demandait de donner 2 choix selon l'ordre d'importance auquel vous accordez à chacun de ces éléments-là. Benjamin? 2 choix. Les 2 premiers, c'est ça? Je pense que les 2 premiers, pour moi, c'est le modèle et le protecteur. OK. Puis toi, Antoine, spontanément? Je dirais éducateur quand même en premier. On dirait que j'aime aucun des choix. Évidemment, ça peut être tout ça. La question, c'est lequel qui vient spontanément en premier en vous. Je pense que je dirais éducateur pour le deuxième, je sais pas. Puis toi, James? Moi, j'ai répondu que je pense pas qu'on puisse dissocier modèle, protecteur, éducateur et pourvoyeur. Pour moi, c'est des éléments qui vont ensemble parce que tu peux pas vraiment éduquer si tu pourvois pas. Tu n'as pas répondu au sondage, dans le fond. Mais intéressant parce qu'au Québec, sur 1000 cas interviewés, c'est celui qui revient en premier, c'est un modèle à 48 OK. Un donneur de soins et d'affection à 45 un protecteur, 39 un éducateur, 37 un pourvoyeur, 12 OK, donc au Québec, on ne voit pas que c'est principalement un pourvoyeur, un père. Non, clairement, c'est lui qui est le plus bas. Mais dans le reste du Canada, 43 C'est l'inverse. Ouais. C'est lui qui vient en premier. Oui, exactement. Puis, en fait, moi, personnellement, je ne sais pas lequel je mettrais en premier. Je trouve ça, il faudrait définir les termes aussi. Là. Mais pour moi, celui qui vient clairement en dernier, c'est un donneur de soins et d'affection. OK. Mais ça, justement, c'est une autre question que posait le sondage. Dans votre foyer, là, chez vous, qui s'occupe principalement du soin des jeunes enfants? Antoine, Benjamin? Attention à votre réponse. Il peut avoir des conséquences. L'autre personne. Non, mais ça dépend qu'est-ce qu'on entend par... Puis à quel âge, évidemment, quand on allait... À quel âge? Bon, je veux dire, là, ça fait quelques semaines, mois, là, que je suis en congé de paternité, congé parental. Puis les premières semaines, moi aussi, mon épouse est presque à 100% occupée aux soins du nouveau-né. Puis le reste de la famille, faut que je sois présent et déniaisé, disons, là, pour tous les autres soins. Fait que, c'est ça, ça dépend de certains moments de la vie. Hein. Mais moi, je suis curieux, je veux juste faire un pas en arrière. Excusez, je prends un peu le... Tu te considères comme un modèle, Benjamin? Non, mais de fait, j'ai eu à remplir le sondage. Je l'ai fait docilement, contrairement à toi et contrairement à toi. Et puis, il y a un modèle pour ça, au moins. La question était de savoir qu'est-ce qui était un père, pas qu'est-ce que j'étais moi. Alors, t'aimerais ça être un modèle pour tes enfants? C'est pas j'aimerais ça être un modèle, c'est je devrais être un modèle. Ah, OK. Mais encore là, tu vois, moi, je lisais ça. Je vais répondre à la question d'abord. Moi, je dirais que ça dépend. Je veux dire, comme Antoine dit, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par soin. Moi, je veux dire, je pense que je change plus souvent les couches que ma femme. Quand les enfants sont malades, c'est souvent en premier mois qu'ils s'en occupent. Mais c'est sûr que ma femme aussi allaite, puis je veux dire, elle en prend soin, les bobos, nanana, mais ça dépend de ce qu'on entend par soin. C'est qu'à la fin, il y a un critère biologique quand même qui entre en ligne de compte. Comme l'allaitement, qu'on le veuille ou non, ça prend beaucoup de temps. Exact. Mais ça sur quoi je voulais revenir, c'est que... Voyons, j'ai oublié mon... La réponse au sondage, là, qui s'occupe le plus des jeunes enfants dans la maison? Qu'est-ce que les Québécois répondent à ça? C'est ça, c'est encore là un modèle. Est-ce que ça veut dire, c'est pas proprement
paternel ou masculin, selon moi, d'être un modèle. Je veux dire, la femme aussi doit être appelée à être un modèle. Puis, dans le fond, la femme pourrait faire la plupart de ces choses-là. Là, bon, protecteur, je pense, un peu moins, parce que justement, à cause de l'enfantement, la maternité, il y a un aspect de vulnérabilité qui est ici. Éducateur, la femme peut très bien éduquer aussi. Bien là, pourvoyeur, ça aussi, je pense que c'est plus complexe. C'est une autre question à cause du fait qu'elle doit prendre une bonne proportion de congés de maternité. Là. Mais bon. Oui, Ariane? Moi, ce qui m'interpelle dans ce sondage-là, c'est les termes utilisés. Est-ce que c'est vraiment des étiquettes dont on a besoin pour déterminer c'est quoi une bonne paternité, finalement? Est-ce qu'il faut absolument être un donneur de soins, un protecteur, un éducateur, pourvoyeur, etc.? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres vertus, justement, à chercher à grandir? Et peut-être qu'il y en a aussi que les femmes ont plus, en général, naturellement, que les hommes ont peut-être plus aussi, en général, naturellement. Et donc, peut-être ça nous permet de mieux comprendre c'est quoi nos rôles dans la société. Tu sais, moi, je disais que le donneur de soins et d'affection, c'est lui que je mettrais en dernier, mais pourtant, je suis quelqu'un qui est très affectueux avec mes enfants, mais ça n'empêche que je ne considère pas mon rôle proprement comme ça. Fait que je pense que ça, par exemple, ça revient peut-être plus à la mère de jouer ce rôle-là. Alors, pour terminer la petite histoire, là, les Québécois répondent à 71 % qu'ils ont l'impression que c'est partager équitablement le soin des enfants dans leur maison, ce qui est légèrement supérieur aux Canadiens anglais qui répondent la même chose, mais à 62 %. Ouais. Alors, merci, James. C'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup. Et puis, bonne fête des pères. Merci, toi aussi. Le patriarcat, selon certaines féministes, serait la cause de la majorité des maux de l'histoire. Mais le christianisme, avec son Dieu Père, est-il une religion intrinsèquement patriarcale? Antoine Malenfant croit, lui, au contraire, que le Dieu paternel des chrétiens est la plus grande force de libération de toute oppression en notre monde. Bonjour, Antoine. Salut, Simon. Alors, on va parler de patriarcat aujourd'hui, mais avant d'en parler plus, ça veut dire quoi, ce mot un peu savant-là, patriarcat? Ouais, est-ce que tu vrai que c'est la racine de tous les mots de l'histoire? Comme tu disais, là, c'est le problème majeur. Non, c'est un problème. Allons-y d'emblée, là, c'est vrai que c'est problématique, le patriarcat. Surtout si on prend les définitions les plus usuelles. Là, j'en prends une d'un dictionnaire d'anthropologie. C'est une forme d'organisation sociale et juridique fondée sur la détention de l'autorité par les hommes à l'exclusion explicite des femmes. Et c'est peut-être là que le bas blesse, parce que qu'il y ait un chef dans un groupe, que ce soit un homme ou dans certaines cultures, une femme, il y a quelque chose de naturel là-dedans. C'est pas le pouvoir, le problème. Non, pas nécessairement. Le problème il est peut-être plus lié au fait qu'il y a une domination qui est particulièrement appuyée, qui est exclusive aux hommes, et en fait qui exclut explicitement les femmes de tout processus décisionnel ou juridique, etc. On l'a abordé d'ailleurs cette semaine un peu. Est-ce que c'est culturel ou naturel? Parce que quelqu'un pourrait dire c'est la loi de la jungle, le plus fort finit par dominer. Bon, à ce sujet, il y a la philosophe Simone Veil là, au début du siècle passé qui disait que elle soutenait là, la théorie selon laquelle on est toujours tous barbares avec les faibles. C'est de toute éternité. Les plus forts sont un peu... Pas un peu, sont beaucoup violents, rustres, écartent les plus faibles. C'est presque une loi de la nature, selon elle, du moins. Puis je pense que ça a du bon sens. La civilisation vient non pas anéantir ou égaliser tout, mais atténuer un peu en distribuant... La faiblesse va toujours être là. Les structures de pouvoir aussi vont toujours exister dans toutes les cultures. Là où on va pouvoir mesurer le degré de civilisation... disons qu'on va pouvoir comparer les diverses civilisations, c'est la manière dont le pouvoir, justement, est distribué entre les personnes, peu importe leur faiblesse ou leur force naturelle. À l'inverse du darwinisme, où là, c'est vraiment juste le plus fort dans une lutte de survie. C'est la loi de la jungle totale, sans justement la culture qui vient adoucir ça. Mais dire ça, Antoine, est-ce que c'est pas d'une manière subtile avouer ou dire que les femmes seraient donc faibles? C'est même pas subtil. Le sexe faible. Ouais, non, mais on en a discuté déjà cette semaine, puis je pense que c'est une évidence, là. Physiquement, on prend une centaine d'hommes puis une centaine de femmes, on leur demande de jouer au souk à la corde ou, je sais pas, faire une partie de football. Là. Physiquement, la masse musculaire, par exemple, je pense qu'on a une biologiste. C'est pour ça qu'il y a des catégories sportives aussi. Là. Ben ouais, c'est ça. La capacité pulmonaire, la musculature, énormément de choses, oui. Il y a plein de choses qui sont différentes. Bon,
ça, c'est un premier donné, là, disons. Mais plus encore, à certains moments de la vie de la femme, pas toutes les femmes qui vont connaître la maternité, mais pour plusieurs, ces moments-là sont des moments de grande vulnérabilité. C'est-à-dire que une femme enceinte va pouvoir encore moins courir aussi vite qu'un homme. Une femme qui allaite va avoir peut-être moins d'énergie ou avoir besoin de concentrer son énergie dans quelque chose de très fort. Hein? Faut quand même mettre ça dans la balance. C'est une force formidable de porter la vie, d'allaiter, mais dans un état de nature. Prenons une jungle. Là, c'est des moments, et c'est vrai dans la jungle du capitalisme aussi, là, disons-le, c'est des moments où la femme est spécialement vulnérable et où l'homme, sans l'aspect civilisationnel, pourrait avoir tendance à être barbare avec elle. Les règles aussi. Ouais, c'est vrai, t'as bien raison. Donc, la biologie, au niveau de la force musculaire, en tout cas, avantage clairement les hommes. Mais qu'en est-il de l'Église catholique? Est-ce que c'est pas aussi une institution patriarcale? La question se pose parce qu'après tout, le sacrement de l'ordre qui institue là, les diacres, les prêtres, les évêques est réservé aux hommes. Et puis, tout le christianisme est basé quand même sur une figure de Dieu, le Père, donc qui serait à l'origine de toute chose. C'est vrai que c'est quelque chose qui est souligné régulièrement par plusieurs féministes, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église. D'ailleurs, on ne se gêne pas de rappeler à quel point Saint Paul était misogyne, hein, entre autres dans sa lettre aux Éphésiens, qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». C'est quelque chose qui est continuellement rappelé pour montrer que l'Église est fondée sur des bases patriarcales et sexistes. Mais c'est oublier quelques trucs. Par exemple, les premiers chrétiens ont évolué au cœur de sociétés pas du tout inclusives envers les femmes et ils les ont rendues beaucoup plus inclusives. Je pense, entre autres, à l'institution du mariage qui était là depuis presque toujours. Là. Je veux dire, il y a toujours eu des conventions, des contrats entre les hommes et les femmes pour fonder des familles. Mais avec le christianisme, il y a un aspect, une innovation complètement révolutionnaire qui est de la nécessité, ça c'est arrivé un peu plus tard dans l'histoire de l'Église, là, mais quand même, la nécessité d'avoir un consentement libre et éclairé des deux parties de cette convention-là. C'est pas rien quand même. Il y a quelque chose de révolutionnaire là-dedans. Mais plus encore, c'est de dire tout ça, c'est d'oublier aussi que Saint Paul, aux Galates, il dit vous êtes tous, vous tous, que le baptême a uni au Christ, vous avez revêtu le Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme, et il n'y a plus ni homme, ni femme. C'est pas... on nie pas la différence sexuelle, là, ici, quand Saint Paul dit ça. Non, mais on dit qu'on est tous égaux face au Christ. On est tous... justement, par le baptême, et en fait, le Seigneur nous a donné cette même dignité-là, cette même égalité-là au sein de la communauté chrétienne. C'était pas rare de voir... en fait, encore aujourd'hui, les femmes ont une très grande place dans l'Église catholique. C'est sûr que tu as évoqué la question de l'ordre, mais ça, c'est plus une question théologique qu'une question de pouvoir. Le problème, c'est qu'on a on a dit que c'est comme une position de pouvoir, ça l'a déjà été, puis je pense que c'est un problème. C'est ça, mais être prêtre, ça ne veut pas dire nécessairement tout contrôler, tout décider dans l'Église. Il y a la synodalité, l'ecclésiologie de communion. Moi, je pense, en tout cas, si j'étais une femme puis je voulais du pouvoir, j'irais pas comme prêtre aujourd'hui. C'est pas mon... Non, puis dans la plupart des paroisses que je connais, j'ai beaucoup de femmes qui prennent de grandes décisions dans les conseils pastoraux, puis souvent, c'est elles qui gèrent bien. Et de très bonnes. Hein? Oui, c'est ça. Bien des sacristies aussi. Revenons au patriarcat. Est-ce qu'il faut abolir le patriarcat? Est-ce qu'on est obligé de choisir comme chrétien entre crier « abat le patriarcat » ou, avec un mauvais jeu de mots, « abat père » ? Je dirais abolir le patriarcat, oui, parce que le patriarcat est comme une espèce de déformation de notre rôle comme homme, comme père dans la société. Justement, le patriarcat, c'est une façon comme d'instituer un pouvoir ou de s'arroger un pouvoir qui dépasse largement une juste responsabilité, selon moi. Et là, le problème, c'est qu'en rejetant le patriarcat, c'est un peu la thèse de Chantal Delsol dans son livre « Le nouvel âge des pères », coécrit avec Martin Stéphane, c'est qu'en abolissant le patriarcat, on risque aussi d'abolir la paternité. C'est-à-dire que le glissement est facile de tout mettre dans le même panier, puis de tout mettre ça, jeter le bébé avec l'eau du bain, là, on le dit souvent, mais abolir le patriarcat, oui, mais abolir la paternité, non. Parce que la paternité a un rôle, disons, les pères permettent à l'enfant de s'élever au statut de sujet autonome, disons. C'est un peu abstrait, là, ça a l'air... mais pour
pour la mère, justement, à cause du lien biologique, il y a une très grande proximité qui est très bénéfique à bien des égards. Mais le père sert, en fait, sa fonction dans le couple et lui permet, d'après ça, d'arriver dans la société. Là, je bégaye pas mal, là, mais c'est pas si évident. C'est pas si évident, Antoine, mais une des raisons pourquoi c'est pas évident aussi, c'est qu'on vit à une époque où les rôles hommes-femmes deviennent challengés. On dit que c'est fluide. Avec l'idéologie du genre, avec la montée du féminisme, les hommes, quand même, se questionnent de plus en plus. C'est plus évident, c'est quoi être un père? On en parlait un peu plus tôt cette semaine. Je pensais pas trouver ça dans des documents du ministère de la Famille du Québec, là, mais il y a c'est assez connu là, qu'il y a des liens très étroit entre la présence des pères et la criminalité, par exemple. Et toutes sortes de dépendances. Dans le sens que quand les pères sont absents, il y a plus de criminalité. Évidemment. Et ça, c'est de nombreuses recherches partout en Occident qui ont pu démontrer ça. Et c'est même le gouvernement du Québec qui se sert de ces données-là dans ses documents pour la famille. Alors, c'est pas d'être masculiniste que de dire ça. Là. Ça va de soi. Alors, quel est le rôle du père, finalement? C'est de le préparer des futurs citoyens, des gens qui sont autonomes, qui sont capables de réfléchir par eux-mêmes. Pas que la femme ne contribue pas à ça, mais le père, d'une manière particulière, prépare l'enfant en le séparant, justement. C'est un peu bête, mais le rôle du père, c'est de mettre l'enfant dehors. Non, je pensais que tu allais dire couper le cordon ombilical. Ouais, mais ça, c'est comme si... C'est un symbole. Ça le mettait en opposition avec la mère, mais je le vois pas comme ça. La femme peut aussi faire ça, mais je pense que l'homme a un rôle particulier de préparer pour la vie extérieure. Sortez jouer dehors. Ouais, avec des risques que ça comprend. Puis, et je veux dire, en tout cas, je le vois dans plusieurs couples autour de moi. La prise de risque, elle vient beaucoup par le père. James? La mère a un autre rôle qui est ni meilleur ni pire. Là. C'est un peu bête de mettre ça en comparaison. Je voulais emmener quelques points intéressants à cette chronique d'Antoine. La femme de théâtre, Paul Pelletier, réfléchit beaucoup à la notion de patriarcat, puis elle dit qu'il y a 3 caractéristiques qui justement, expliquent le patriarcat. Il y a d'abord la haine du corps, la haine de la vulnérabilité. Il y a l'usage de la raison, mais pas d'une raison, pas de la rationalité, mais l'usage juste d'une raison froide. Un rationalisme. Puis aussi l'usage de la force. Donc, c'est ces 3 caractéristiques du patriarcat. Puis je pense que si on réfléchit bien, c'est très intéressant parce que d'une certaine manière, ça s'oppose au christianisme. Mais est-ce que la force, Antoine, c'est quand même pas, tu le disais tout à l'heure, une caractéristique de la masculinité? Justement, c'est que la force mal comprise, mal contenue devient de la brutalité. Puis nous, on a confondu tout ça en pensant qu'être fort, c'est de taper sur le monde. Puis ça, c'est le machisme qui fait ça. Et le machisme, c'est une déformation de la masculinité. C'est comme une caricature, finalement. Et, ouais, vas-y. Parce qu'en fait, si on se fie à ces 3 caractéristiques-là, c'est pas seulement être patriarcal, c'est pas juste d'être un homme, c'est que les femmes aussi peuvent être patriarcales si elles rentrent dans ces 3 caractéristiques-là, si on veut. Tu sais, la force, la vraie force, je dis ça souvent à mes gars spécialement, la vraie force, c'est de la contenir. La vraie force, c'est de l'utiliser pour le bien et de prendre toute cette énergie-là que tu as et la diriger vers quelque chose de constructif, de beau, de bon pour les autres. C'est pas de montrer ta force, d'en faire un outil justement de domination, de pouvoir. Peut-être dans des petites choses invisibles aussi, comme quand on apporte des soins aux enfants. Tu disais avant, parfois tu es dérangé par tes enfants quand tu fais des choses à l'extérieur et tout en permanence, mais c'est aussi de contenir peut-être cette colère aussi des fois qui peut survenir. Oui, absolument. On pourrait s'attendre qu'un père comme moi perde patience souvent. Et oui, vous avez raison. C'est pour ça que les enfants ne doivent pas nous prendre comme des modèles. Je sais pas ce que tu faisais. Mais c'est ça. Alors, la vraie force, le courage aussi, c'est peut-être une vertu qu'on doit réapprendre, redécouvrir. Là, je veux pas non plus, je répète, je pense pas que c'est des trucs qui sont exclusifs aux hommes, mais je pense que les femmes ont des qualités, ont des vertus dans plusieurs cas qui leur sont plus particulières, et c'est très bien ainsi. Et les hommes, on est invités, en tout cas assurément, dans notre époque, à redécouvrir c'est quoi le vrai courage. C'est pas...
Justement, on caricature beaucoup. C'est quoi le courage? Même chose que pour la force. On va en faire un spectacle. On va faire... non, être courageux, c'est de se lever le matin, c'est d'aller travailler, c'est de prendre soin de tes enfants quand te lever la nuit pour tes enfants. Il y a quelque chose de courageux là-dedans. Alors qu'on pourrait penser que c'est pas son rôle. Non, pas du tout. Mais tu citais Saint Paul, Antoine, 9 femmes, soyez soumises à vos maris, mais une portion qu'on oublie beaucoup, c'est, hommes, donnez votre vie comme le Christ à vos femmes, comme le Christ s'est donné pour l'Église. Ça veut dire, c'est ça, au fond, là, être courageux. Sacrifice. C'est ça, c'est le sacrifice. Ah oui. Mais Ariane, je me demandais, toi, comme femme, est-ce que tu le sens, ce patriarcat dans la société ou la culture actuelle? Pas dans les relations interpersonnelles, ça c'est sûr. Peut-être parfois il y a des structures qui peuvent favoriser ça. Comme quoi, par exemple? Par exemple, quand on veut faire des études supérieures, il n'existait pas avant des bourses pour les femmes qui tombaient enceintes. Mm-hmm. Donc la seule option qui restait, c'était soit abandonner ses études ou avorter son bébé. Donc il n'y avait pas de place pour les femmes dans leur féminité. C'est ça le problème. C'est pas d'obtenir un rôle qui est identique aux hommes qui sont différents de par leur biologie, en fait. C'est de pouvoir accueillir les femmes dans ce qu'elles sont. Et je pense que le patriarcat, c'est comme ça qu'on peut le combattre. C'est que chacun arrive à trouver sa place, mais non pas en étant identique, mais en étant avec nos différences. Et c'est vraiment difficile. Antoine, je me demandais en terminant, tu dis qu'il faut abolir le patriarcat, mais pas la paternité. Est-ce que justement, c'est pas en regardant Dieu le Père qu'on redécouvre ce qu'est la vraie paternité? C'est une paternité, j'imagine, aimante et non oppressante. Ouais, puis Je réponds un peu à la question. Ouais, c'est ça. Oui. OK, bye. Non, mais je taquinais Benjamin plus tôt dans l'émission sur le fait d'être modèle. Je pense que oui, on est appelé à être des modèles de justice et de miséricorde pour nos enfants. Beaucoup de miséricorde. C'est-à-dire, oui, il y a des règles, oui, il y a des... Mais surtout de justice. On est appelé à les faire sortir d'eux-mêmes, ils nous font sortir de nous-mêmes beaucoup aussi, mais finalement, on est quand même, comme père, la figure de Dieu le Père, et si nous-mêmes, on n'est pas rattachés à Dieu le Père, c'est ça. On est foutus. On est foutus. Patriarcat, ça vient peut-être du manque de foi aussi. Ben oui. Là-dessus, Antoine Malenfant, merci. Rédacteur en chef du magazine Le Verbe, merci beaucoup. Et à toi aussi, bonne fête des pères. Merci, Simon. Ces dernières années est apparue dans le discours public toute une réflexion sur une éventuelle crise de la masculinité. Dans les milieux chrétiens, cette discussion tient une place particulière. Elle est notamment articulée comme une réponse au débat sur la notion de genre et sur la nature de l'altérité sexuelle et sa signification pour l'ordre social et l'organisation de la famille. Or, il faut arrêter de parler sans cesse de cet enjeu, croit Benjamin Boivin. Bonjour, Benjamin. Salut, Simon. Alors, en quel sens aujourd'hui on parle, selon toi, de crise de la masculinité? Bien, un peu comme tu le disais, là, évidemment, probablement dans les 100 dernières années de manière plus significative, avec tout le mouvement de transformation sociale issu du mouvement féministe, puis aujourd'hui de la théorie de genre, là, il y a beaucoup de transformations concrètes qu'on vit dans notre famille, dans notre manière de vivre le travail notamment, qui changent de manière très significative la façon dont les hommes et les femmes interagissent les uns avec les autres. Et puis, ça se matérialise d'une manière encore plus accentuée avec l'émergence de la théorie de genre, où finalement la question se pose de savoir s'il existe une telle chose qu'un homme et une femme dans un sens profond. Puis évidemment, dans un contexte comme celui-là, où si on veut les transformations issues du mouvement féministe et de la théorie de genre, elles ont davantage changé le rôle de la femme que le rôle de l'homme. Elles ont transformé l'espace social pour l'ouvrir à la présence féminine. Et puis là, se pose la question de, dans le fond, c'est quoi être un homme? Qu'est-ce que ça signifie de se comporter de manière masculine? Est-ce qu'il y a une masculinité qui s'est perdue? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui a été perdu avec le mauvais qui a été perdu? Et puis tout ça, ça suscite des questionnements identitaires importants. Là. Puis dans ce contexte-là émerge tout un discours qui est particulièrement fort dans l'Église là, sur la renaissance, un renouveau de la masculinité pour traverser la crise, si on veut. Puis là, on voit des petits groupes d'hommes ou de chrétiens se rassembler pour discuter ou réfléchir à ça ensemble, c'est ça? Bien, ça, c'est un exemple. Il y a plein de groupes, notamment au niveau local, au niveau des paroisses, des groupes qui visent à favoriser les échanges sur la masculinité, qu'est-ce que ça signifie d'être un homme, comment je peux être un bon mari dans le contexte de la famille, comment je peux être un bon père. Toutes ces questions-là qui, finalement, avant ne se posaient pas tellement de manière explicite, semblent se poser maintenant de manière beaucoup plus forte. Il y a aussi un nombre considérable de publications là, sur cette question-là. Là. Je pense que Wild at Heart est probablement le livre le plus connu sur
cette question-là. Et puis, il y a des activités même qui sont organisées où finalement les hommes cherchent de manière active et, si on veut, intentionnelle à vivre leur masculinité d'une façon qui est comme presque déconnectés, si on veut, de leur expérience subjective. Est-ce que les hommes n'ont pas toujours fait ça, Benjamin, de se réunir ensemble pour aller à la pêche, jouer au hockey, aller à la taverne? En quoi ce serait nouveau comme phénomène que des hommes se rassemblent entre eux comme ça? Bien, c'est certain que les hommes ont toujours fait des activités d'hommes, les femmes des activités de femmes. Assez naturellement, là, lorsqu'on regarde, par exemple, des jeunes enfants, les jeunes garçons, les jeunes filles se rassemblent, ont des goûts différents, ont des activités différentes. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des activités mixtes aussi, des contextes sociaux mixtes, mais ça a toujours été assez commun d'avoir des activités, si on veut, qui sont segmentées selon les sexes. Bon, l'une des choses qu'on a vu arriver historiquement, c'est la rupture de ces milieux non mixtes, finalement. Là, par exemple, l'abolition de la taverne au Québec est probablement un exemple historique intéressant là, pour décrire ça. Mais la nouveauté c'est vraiment le cadre, si on veut, délibéré. L'idée qu'il faut organiser des activités qui sont intentionnellement dirigées spécifiquement aux hommes pour penser la masculinité de manière comme délibérée, intentionnelle, de manière active et presque performative. Il y a quelque chose on pourrait faire une comparaison là, que certains probablement déploreront avec le phénomène du safe space, où finalement on essaie de créer des environnements pour discuter dans un contexte où on se sent libre de parler de manière ouverte et de dire ce qu'on pense sans risquer de déranger les uns et les autres. C'est intéressant parce que l'idée, vous permettez, l'idée de menace... Tu peux me tutoyer, Antoine. Je parlais à tout le monde. L'idée de menace induit l'idée de victime aussi. C'est une notion assez forte, ou en tout cas, c'est un sentiment de victime qui est assez fort chez, par exemple, plusieurs courants masculinistes. Là, on se sent comme victime du féminisme. La pente est glissante, là, on est pas loin de ça quand même. Oui, bien dans un certain sens, on reproduit une logique qu'on cherche à combattre. Les mouvements masculinistes, ce contre quoi ils en ont, c'est évidemment l'impact du féminisme sur l'ordre social et spécialement de la théorie de genre. Mais l'une des caractéristiques de ce mouvement-là, du mouvement féministe, en tout cas dans son itération actuelle, c'est la création de safe space où justement les femmes peuvent discuter de leur expérience dans un contexte sécuritaire. Puis c'est assez amusant, peut-être un peu ironique de voir des hommes faire la même chose parce que si on veut une compréhension qu'on pourrait dire stéréotypique ou caricaturale de la masculinité, c'est une compréhension qui est fondée sur la force, là, comme tu l'as décrit. Et puis, c'est amusant de voir des hommes qui disent qu'il faut voir renaître la masculinité, devoir se confiner dans des espaces intentionnels, presque contre-culturels, pour discuter de cette question-là entre eux. C'est pas très masculin, dans le fond. C'est ça que tu es en train de nous dire. Ben, c'est ce que j'essaie de dire d'une façon plus ou moins directe. Oui, James. Mais là, tu parles de contexte, puis tantôt, tu disais d'une expérience qui est dissociée de notre subjectivité. As-tu un exemple? Ben, par exemple, l'un des trucs qu'on voit, là, c'est l'organisation d'activités comme, je sais pas moi, des voyages de pêche pour hommes, ou durant le voyage de pêche, ou le voyage de kayak, ou je ne sais quelle autre activité vraiment stéréotypiquement masculine, on va avoir des enseignements, puis on va réfléchir à la masculinité de manière très active, mais comme si on voulait, dans le fond, réformer son être pour faire en sorte que notre être masculin colle à une certaine idée de la masculinité. Puis ça m'apparaît être un genre de pratique ou un genre de chose à faire qui est tout à fait étranger à la masculinité telle qu'elle a été expérimentée par des hommes dans presque l'essentiel de l'histoire. Là. Moi, mon père, par exemple, ou mon grand-père, là, l'idée qu'on va faire un voyage de pêche pour parler du fait qu'on est des hommes entre hommes pour être des meilleurs hommes, là, je pense qu'il aurait trouvé ça plutôt ridicule. C'est pour la pêche qu'on fait un voyage à pêche. C'est ça, exactement. Okay. Plus tu dis, mais moi, j'aime pas ça, la pêche. Non, mais c'est ça. Est-ce que je suis pas un homme? Est-ce que, dans le fond, il faut que je colle mon identité de personne qui n'aime pas la pêche et le kayak à ce genre d'activité-là, sinon je ne serais pas un vrai homme parce que c'est pas la manière de vivre la masculinité qui est valorisée à notre époque. Mais quel problème tu vois à ce qu'il y ait quand même une forme de réflexion ou d'introspection des hommes sur leur masculinité? Après tout, comme chrétien, on va le faire sur c'est quoi être chrétien, c'est quoi être saint, on va avoir des temps de retraite justement pour mieux approfondir, puis avoir un point de vue critique aussi, pas tomber dans du machisme, là, surtout par exemple. qu'on vit beaucoup dans le bruit, donc ça peut être des moments de silence aussi qu'on s'impose sur ces sujets, s'ils n'existent pas ailleurs. Je veux quand même dire une chose. Là. Évidemment, il y a du bon qui sort de ce type d'activité-là. Il y a de très bonnes choses qui sont faites. Et je suis d'ailleurs pas la personne la plus informée ou la plus savante, la plus éduquée sur ce genre de pratique-là. Il y a rien de mal à faire de l'introspection. Mais là où ça devient problématique, c'est lorsqu'on se met à réfléchir à une chose qui est fondamentalement naturelle, qui s'impose presque à nous-mêmes sans qu'on ait besoin d'y réfléchir, d'une manière hyper active. On est toujours dans la délibération, dans le questionnement, dans la remise en question. On intellectualise finalement. On intellectualise beaucoup aussi. Puis c'est en fait un peu adopter la stratégie du cas adverse, là, si je me mets du point de vue du masculiniste, parce qu'évidemment,
toute la délibération sur l'identité de genre, elle a commencé dans une perspective de déconstruction. Donc, on est toujours à se questionner sur est-ce que dans le fond, je suis un tyran dans ma manière d'être un homme? Est-ce que je suis une personne qui produit du mal dans la société sans m'en rendre compte? Puis on se met à réfléchir, puis à se poser la question, puis à questionner tous ces gestes, toutes ces actions dans notre quotidien. Puis ça nous rend un peu paralysés, finalement. On était capable d'agir, de se comporter de manière... de rencontrer les responsabilités qu'on a rencontrées en tant qu'homme dans notre vie de manière avec assurance, avec ajustement. Parce qu'on est constamment en train de se poser des questions. Mais si on fait ça dans une perspective masculiniste, j'ai l'impression qu'on se retrouve avec le même genre de problème. Ça me frappe ce que tu dis, parce que dans la vie des saints, j'ai souvent remarqué que les saints ne cherchaient pas à être saints, ils cherchaient Dieu. Et puis souvent, nous, aujourd'hui, comment je ferais pour être plus sain? Puis on dirait que ça devient comme un souci. Puis finalement, on passe peut-être à côté de l'essentiel. Là, que... Ben oui, puis une autre analogie qu'on pourrait utiliser pour parler de ça, c'est tout le mouvement traditionnaliste. Moi, j'ai déjà écrit sur la messe traditionnelle latine. J'ai absolument rien contre ce phénomène-là. C'est public. Mais le mouvement traditionnaliste, là, mal compris, là, en tout cas une certaine partie du mouvement traditionnaliste, là, en cherchant à, disons, restaurer après coup, 50 ans après une réforme liturgique qui a eu ses bons côtés et ses moins bons côtés, une espèce de manière, une espèce d'ordre liturgique ancien, là, ben, il y a quelque chose de révolutionnaire là-dedans, puis il y a quelque chose aussi d'exagérément intentionnel. Là. Si on pense au christianisme tel qu'il a été expérimenté traditionnellement dans les siècles qui nous ont précédés, là, dans toute l'Église tridentine, là, les gens n'y allaient pas à la messe en se disant « OK, là, on est en train de construire la société traditionnelle ». Les gens ne vivaient pas non plus dans le milieu familial en se disant bon, « moi, je suis en train d'appliquer dans le concret de ma famille la constitution familiale idéale ». Mais non, ils étaient en train de chercher à répondre aux responsabilités qui se présentaient à eux de façon naturelle, de façon spontanée. La question de savoir qu'est-ce que ça signifiait d'être un homme ou une femme dans un couple, quels étaient disons, de manière générale, les rôles, les fonctions, les tâches essentielles qui reviennent à l'un et à l'autre. Ce n'est pas des questions qu'on se posait de manière active, de manière délibérée. C'est des choses qu'on faisait parce que naturellement, notre nature nous faisait rencontrer ces réalités-là puis chercher à y répondre. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas diverses manières d'organiser la vie familiale qui sont saines et qui correspondent à la loi naturelle. Là, James a beaucoup parlé de transformation. Avec le changement de l'ordre du travail dans notre société, les hommes sont beaucoup plus libres d'aider, de soutenir leur épouse dans l'éducation des enfants, puis en particulier les très petits-enfants. Puis il n'y a rien de mal à ça. Là. Mon propos, c'est pas de dire qu'il ne faut pas faire ça. Mon propos, c'est de dire que ces choses-là, on les fait spontanément. Et comme tu dis, toi, tu le fais spontanément. Là. C'est pas parce que tu t'es dit « Ah, la manière ajustée d'être un homme à notre époque, c'est de changer les couches, mais de manière masculine. » Mais non, je change les couches parce que mon enfant a besoin de les changer, puis ma femme est en train d'allaiter. C'est juste un peu plus rude quand c'est toi que elle. Ben oui, les fesses sont un peu plus rouges peut-être après une couple de jours, mais qu'est-ce que tu veux, ça va. Antoine? Ah, faut essuyer. Ah ben là. Pas du papier brun, non? Non, c'est ça. Non, mais il y a quelque chose de très idéaliste là, dans les deux sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'illusion là, ou d'idéal là, qui est... Mais aussi dans le sens que l'idée précède la chose. L'idée est tellement... On veut... on réfléchit tellement que finalement, on n'est pas en train de faire la chose. Tout ce temps, toute cette énergie-là passée à en discuter, on n'est pas en train de la faire. Puis, je réfléchis beaucoup à ma masculinité. Ah oui? Non, au lieu de la faire. En temps réel. Non, mais en fait, quand je m'y arrête, finalement, ce que je découvre, c'est que c'est mon épouse qui me fait découvrir c'est quoi être un homme. Dans le sens que c'est dans la réalité concrète du face-à-face, du vis-à-vis de la vie quotidienne que l'autre va me révéler. L'autre, c'est d'abord mon épouse, c'est elle que je vois tous les jours. Mais c'est aussi tes enfants dans une certaine mesure. Aussi mes enfants, mais mon épouse, d'une manière encore plus forte, va me dire c'est quoi être un homme, c'est quoi ses attentes, qu'est-ce qu'elle aimerait que je sois comme homme. Puis ça sera pas la même réponse pour tout le monde, mais donc je suis appelé à être Antoine, point barre. Peut-être Saint même, qui sait, comme tu parlais des saints. Il y a un parallèle qu'on peut faire avec ce que tu viens de dire, c'est qu'on se pose aussi beaucoup de questions aujourd'hui sur la parentalité. C'est quoi être un bon parent, la parentalité positive, bienveillante, etc. Alors qu'on laisse beaucoup de côté ce dont parle Benjamin, je pense, qui est la simplicité et l'intuition. Et aussi le rapport à l'autre, comme le rapport à ton épouse. Mais là, c'est la même chose. Le rapport à l'autre me révèle quelle mère je suis et quel père mon époux est. Et par peur d'être un parent pas assez parfait, plusieurs vont s'empêcher d'être parents. Et par peur d'être un homme pas assez parfait, plusieurs vont s'empêcher d'embrasser cette partie-là. De grandir. De devenir un homme. De grandir. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'au fond, tout ça est très postmoderne. Hein? C'est-à-dire, comme on n'a rien reçu, il y a une coupure dans la transmission. Ben, là, on est tout le temps là, essayer de s'imaginer qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit être, parce qu'on n'a pas reçu ça. Donc, il n'y a pas quelque chose d'un peu légitime là-dedans quand même. Parce que tu dis, c'est notre nature appelle ça, ça vient naturellement, mais ouais, mais si tu ne l'as pas reçu. T'sais.
Oui, mais il y a du vrai là-dedans. C'est probablement la meilleure objection. Là. Évidemment, lorsqu'il y a une rupture dans la transmission des manières de faire, des manières d'être, il faut un moment pour reconstruire. Mais le problème, c'est que si on se met à réfléchir à ça en adoptant, disons, en réfléchissant à des modèles stéréotypiques, un peu comme disait Antoine, on ne rencontre pas la réalité des responsabilités qui se présentent à nous de manière concrète et actuelle. Si moi, je passe mon temps, là, je ne sais pas combien d'heures par semaine, à réfléchir à ma masculinité, à organiser des groupes, des activités, des lectures, des trucs comme ça, mais que je ne rencontre pas au quotidien les responsabilités qui sont liées à mon expérience d'être masculin, principalement dans le mariage, là, puis principalement, en fait, je crois, dans l'expérience de la paternité, là, ce qui est vraiment le propre de l'homme en tant qu'homme, c'est d'être un père. Dans la société aussi, sans doute. Ben oui, dans la société en général. C'est certain que les hommes doivent apprendre à se comporter en société. D'ailleurs, il ne s'agit pas de dire, lorsque je parle d'intuition puis d'instinct, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas réfléchir à ce qu'on fait. Agir comme des bêtes, là. Non, on a été créé avec une raison quand même. Là. Oui, puis on est homme, on est capable d'être homme. La masculinité, elle est en nous. On n'a pas besoin de réfléchir constamment puis de se poser toutes sortes de questions pour appliquer un programme, mais en même temps, on doit progresser en vertu. On doit imiter ceux qui, parmi notre entourage, réussissent le mieux, ceux qui semblent avoir le plus de vertus, ceux qui semblent le mieux réussir avec l'éducation des enfants, ceux dont le mariage est heureux. Et puis ça, on peut le faire, mais c'est en réponse à des problèmes qu'on rencontre dans la vraie vie. Dans la vraie vie. James? On parle beaucoup de paternité, de mariage, tout ça, mais je pense que pour les gens célibataires, ça s'exerce aussi tout ça dans une forme de don qu'on crée à travers les responsabilités, le puis, sacrifice, c'est pas juste pour les pères. Là. C'est ça. Non, évidemment, il y a différentes manières liées à différents états de vie de vivre sa masculinité et sa féminité, mais c'est probablement en les rencontrant les responsabilités telles qu'elles se présentent à nous qu'on risque de mieux y arriver, plutôt qu'en y réfléchissant a priori. D'ailleurs, c'est vrai que l'idée précède la chose, puis la critique que je fais fondamentalement, là, c'est que c'est la même recette pour arriver à des solutions différentes. La recette qui a conduit à l'émergence d'un certain féminisme idéologique, là, il ne s'agit pas de discréditer tous les progrès sociaux liés au féminisme, mais la méthode, ça a été de dire la société devrait être telle que les résultats, l'expérience des hommes et des femmes dans l'ordre public, dans l'espace public, devraient être essentiellement les mêmes. Et puis là, on a voulu transformer la société pour correspondre à cette idée-là, sans nécessairement se poser la question de la capacité de cette idée-là à rendre la société, à permettre à la société de poursuivre le bien commun, puis à permettre aux individus d'être heureux dans la vie. Ce que tu veux dire, c'est que c'est un peu artificiel, dans le fond. Oui, mais c'est une construction. Et puis là, maintenant, il y a des gens qui, pour toutes sortes de raisons, parfois saines, parfois malsaines, dans le monde de la réflexion sur la crise de la masculinité, vont dire, cette idée-là, elle n'a pas fonctionné, et donc, moi, j'ai la solution. Il faut une autre idée. Et puis là, avec cette autre idée-là, on va réorganiser la société. Puis là, comme c'est la bonne idée, par opposition à la mauvaise, ça va fonctionner. Mais le problème, c'est la méthode. La vie, l'expérience humaine dans la famille, dans la communauté, ça ne se construit pas à partir d'une idée. Mais je veux bien le retour à l'action, au concret, au réalisme. Mais comment ne pas tomber dans des vieux stéréotypes, parce que ce n'est pas tous nos instincts qui sont bons, là? Non, mais évidemment, là, les instincts ont besoin parfois d'être corrigés, d'être purifiés, puis il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas réfléchir. Et d'ailleurs, moi, là, dans l'éducation de mes enfants, j'ai deux jeunes enfants, là, quotidiennement, je m'en mets en question. Là, donc, il ne s'agit pas de dire que à tout moment, la première chose qui me passe par la tête, c'est la bonne. Là. Parfois, moi, mon garçon de 2 ans... C'est le réel qui te remet en question. Mais c'est ça, c'est le réel qui me remet en question. Puis ma manière de réagir par rapport à ça, c'est pas d'aller me dire, bon, là, c'est quoi la nouvelle stratégie d'éducation des enfants qui est à la mode? Je vais aller lire le livre, l'appliquer à l'éducation de mes enfants, puis ça va fonctionner, c'est certain. C'est la communauté qui te critique, ta femme, tes enfants, tes amis aussi. Ben oui, puis quand je vois les enfants d'autres parents qui se comportent très bien à la messe, puis que je regarde le mien, ben là, j'ai un modèle. Je me dis, est-ce que moi, je suis capable de faire en sorte que mon enfant va se comporter comme il faut, être capable d'interagir de manière polie avec les adultes, dire s'il vous plaît, merci, pardon. Moi, j'ai pas besoin d'un livre là, pour me dire que ces choses-là ont besoin d'être faites. Je peux l'expérimenter à partir de mon propre ressenti, de ma propre réalité. Rapidement, Ariane? Oui, mais finalement, c'est comme tu supprimes au final des étiquettes, des cadres qui peuvent aussi créer du doute finalement aussi sur notre masculinité ou féminité, dans le sens que si on ne rentre pas dans ces cadres ou dans ces étiquettes, on peut se demander est-ce que je suis vraiment un homme, est-ce que je suis vraiment une femme, et finalement on n'agit plus, on n'est plus dans le réel, c'est tout le temps virtuel au final. Oui, c'est ça. Puis comme dit Antoine, s'il y a quelque chose qui est attendu de moi en tant qu'homme dans ma famille et que je ne fais pas, il y a une personne, en l'occurrence ma femme, qui va me le faire sentir. Mm-hmm. S'il y a quelque chose que je fais en tant qu'éducateur par rapport à mes enfants ou en tant que modèle, parce que je ne choisis pas d'être un modèle, je le suis. Pour le meilleur et pour le pire. Si mon enfant là, que je regarde, là, il reflète l'image que je vois, elle me déplaît, là, je sais à qui la faute. OK? Je n'ai pas besoin d'un idéal type
pour me faire ressentir l'échec que je suis en train de subir et puis le succès que je veux aller rechercher. Bon, là, écoute, Benjamin, en t'écoutant parler, je me dis peut-être qu'on est mieux d'arrêter d'en parler puis qu'on va passer à l'action. On va aller plutôt. vivre. Non, sans blague. Merci, c'est vraiment intéressant comme point de vue. Tu es responsable des publications du magazine Le Verbe. Merci beaucoup, Benjamin. Puis écrivez-nous si vous avez des réactions ou objections à ce que Benjamin vient de dire. À quoi, Ariane? Au NPDM, à commercial, le-verbe.com. Merci, Ariane. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@le-verbe.com. Pour bien terminer cette émission spéciale Fête des Pères, on fait un petit tour de table culturelle. James Langlois? On a parlé un peu plus tôt du père, de son rôle peut-être d'éducateur, mais il y a un très beau film qui s'appelle Être et avoir. C'est pas récent, ça date de 2002. Ah non, c'est merveilleux comme film. C'est un documentaire qui est tourné dans une petite école de commune en France. Là, un prof qui enseigne à une classe multi-âge, quelques élèves pendant un certain temps. Puis c'est très beau parce que d'habitude, on voit beaucoup les femmes qui œuvrent au niveau primaire, mais là, c'est un homme, puis on découvre toute la beauté, la beauté de cette relation que le maître, il appelle le maître en France, qui développe avec ses élèves, sa relation avec eux, comment lui-même, il met ça en œuvre, sa masculinité, dans son rôle d'éducateur. C'est très beau. Donc, ça s'appelle Être et avoir. On le mettra en lien, ce documentaire, sous notre publication Facebook et YouTube, comme à l'habitude. Merci, James. Antoine Malenfant? Une autre sorte de père, les pères du désert. Ah. Ouais, un livre sur les pères du désert, c'est aux éditions Première Partie, ça s'appelle Les pères du désert, pourquoi pas, de Mathias Roux, R-O-U-W. Mais c'est des pères qui n'avaient pas d'enfants. Ouais, c'est des pères un peu spéciaux. Moi, je suis plus un père du dessert. Mais il y a les pères du désert, là, c'est... Bonne joke de papa, ça. Oui, c'était pas très bon, hein? Continue, il te reste 15 secondes. Ah, pour vrai? C'est alors. Je les offre Donc, ça s'appelle comment, Les pères du désert, publié par qui? Première Partie. C'est sorti l'an passé, là, en 2022, je pense. Merci, Antoine. Benjamin, toi, j'imagine que tu n'as rien à nous suggérer. Faut pas trop réfléchir à tout ça. Là. Mais moi, j'ai jamais rien à dire, mais là, cette fois-ci, j'ai une justification, donc non, absolument rien. C'est pas allez tondre la pelouse, je sais pas. Votre vie d'homme. Ariane, je termine avec toi. Alors moi, c'est une bande dessinée. D'ailleurs, c'est la fête des pères. Vous aurez peut-être le temps d'aller la chercher en librairie. C'est Le Voyage des pères. Quels pères? Les pères des apôtres, en fait. Ça raconte comment Jésus, qui a invité les disciples à le suivre, toi, suis-moi, Nathanaël, suis-moi, Simon, suis-moi. Mais ces disciples, ils avaient des parents. Et donc là, c'est amusant. On suit ces pères qui quittent eux aussi leur village et leur ville pour aller retrouver leur fils qui suit un fou nommé Jésus et pour les ramener à la maison et à la raison. Et donc, c'est très, très drôle, c'est très fin, c'est bien dessiné. C'est en 10 tomes, mais là, ici, j'ai avec moi le premier cycle. En fait. 10 tomes de cette histoire-là? 10 tomes, ça prend du temps, hein. Mais c'est vraiment très, très drôle. Ça plaira, je pense, beaucoup. Le Voyage des pères. En tout cas, c'est très créatif comme concept. De David Rath. Ça pique ma curiosité. Merci beaucoup, Ariane, et merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez réécouter cette émission en format balado vidéo en tout temps sur Facebook et YouTube. Pour tous les détails, visitez leverbe.com/radio. Je remercie Ariane Beauferré à la co-animation, Marc-Antoine Baudette à la technique. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour la dernière émission de la saison d'On n'est pas du monde.